effectivement, comme l'a dit Gilles Duval, c'était de proposer une séance sur vraiment la question de la privatisation du vivant. Et à cet égard, la Fondation est très engagée depuis plus de 10 ans sur la question de la biopiraterie. Donc, je vous ai mis une citation de Daniel Mitterrand pour un petit peu peut-être expliquer l'objet finalement de la Fondation. Finalement, Daniel Mitterrand, en créant cette fondation, son objectif c'est la métamorphose du monde. C'est faire émerger d'autres mondes. Et c'est un petit peu voilà, le lien avec les alternativistes, en gros, un autre monde est possible. Et donc, ce qu'on prône aujourd'hui à la Fondation, c'est un autre monde, mais notamment s'intéressant sur deux aspects. La question du rapport à la nature et la question du rapport à l'autre. Et donc, comme le disait Daniel Mitterrand, donc vraiment un peu avant de mourir, elle nous disait l'idée c'est voilà, de faire émerger un monde libéré des contraintes économiques et ne plus être que dans une perspective du marché. Que les marchés ne soient pas la mesure de toute chose. Et quand on comprend ce qu'est la biopiraterie, on voit bien que justement c'est en plein cœur à la fois du rapport à l'autre et à la fois du rapport à la nature. Alors je ne sais pas si tout le monde a en tête ce qu'est la biopiraterie. Donc si je donne une définition rapide, je reviendrai plus longtemps dessus après. En gros, la biopiraterie, c'est le fait de voler le vivant. Donc en gros, c'est les pirates de la biodiversité. C'est des entreprises pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques, des instituts de recherche qui vont s'accaparer les ressources génétiques, les semences. Et qui vont aussi s'accaparer les savoirs qui sont associés à ces plantes. Donc telle plante a telle propriété cosmétique, anti-âge, telle autre a insecticide, telle autre a telle propriété de cicatrisation, etc. Tous ces savoirs-là qui sont associés peuvent aussi être appropriés par ces instituts. Et donc c'est ça qu'on entend par biopiraterie. Et donc justement, Daniel Mitterrand et donc les salariés de la Fondation se rendent compte qu'il y a un sujet qui monte, qui est qu'effectivement on a une nouvelle forme de colonisation qui est en train de se faire de manière un petit peu moins visible qu'auparavant, mais pour autant elle est bien là, qui est effectivement qu'on va coloniser le vivant et qu'on va s'approprier, voler des savoirs traditionnels des peuples autochtones, des communautés locales, des peuples ruraux. Et donc c'est pour ça que la Fondation s'intéresse à cette question. Donc, comment on fait on pourra revenir plus longtemps dessus si vous avez des questions, mais grosso modo, on sensibilise pour faire monter aussi cette question, parce que c'est un sujet qui est très peu connu. La question de la biopiraterie, même le mot évoque encore peu. Enfin, je pense que si on fait le test dans la rue, je pense que voilà, ça n'évoquera pas grand-chose. Donc, c'est faire monter ce sujet, parce que c'est un vrai sujet, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc, organiser des rencontres, organiser des conférences, mais aussi produire des brochures. Vous en avez d'ailleurs à l'entrée en libre disposition. Et puis dénoncer aussi des cas concrets de biopiraterie. Donc là on en reviendra, on a dénoncé plusieurs cas, il y a encore des cas d'ailleurs en cours. Autre slide. Mais c'est aussi important de faire du plaidoyer, c'est-à-dire pousser que pour en fait le cadre juridique qui est en train de se construire à l'international ou au niveau national soit le plus fort possible. Donc faire en sorte finalement que les règles qui encadrent l'accès au savoir traditionnel, l'accès aux ressources génétiques soient le plus contraignant possible et le plus en accord avec les autres droits qui existent, notamment les droits des peuples autochtones. C'est pousser pour cela. Mais aussi pousser pour que les peuples autochtones eux-mêmes, ou les détenteurs des savoirs, pas toujours autochtones, mais aussi des communautés rurales, des communautés locales qui détiennent les savoirs, puissent directement intervenir dans cette instance où se joue finalement beaucoup pour eux. Donc, notamment dernièrement, en avril 2019, il y a eu une session à l'ONU qui était entièrement consacrée à cette question-là de la biopiraterie, donc on est allé avec justement 3 autochtones. Donc là, vous avez Christophe Pierre et Claudette Lamonté qui sont donc autochtones de Guyane, et puis Souba Mapou pour la Nouvelle-Calédonie, qui ont pu porter leur voix, leur message directement, et rencontrer d'autres autochtones investis sur cette question.
Et puis l'autre grande action de la Fondation, c'est la promotion de l'alternative, parce que c'est important effectivement d'expliquer ce qu'est la biopiraterie, mais c'est aussi fondamental d'expliquer qu'il y a d'autres voies qui sont possibles, qu'il y a d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres instituts de recherche qui sont dans une autre perspective et qui justement essayent de dépasser ce phénomène-là d'appropriation du vivant ou d'appropriation des savoirs. Donc, je vous disais tout à l'heure, la biopiraterie, donc c'est les pirates de la biodiversité. Et en fait, concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près, alors je ne vais pas revérifier le chiffre, c'est un chiffre qui date un peu, mais en tout cas, il y a quelques années, le chiffre était de 40% de l'économie mondiale qui repose sur des ressources biologiques. Donc c'est énorme. Donc forcément, il y a une demande qui est très forte sur le vivant. Et d'autant plus aujourd'hui où il y a une volonté d'être le plus possible dans des produits dits naturels, bio, enfin de revenir à quelque chose de le plus proche possible, justement, de ce côté-là naturel. Donc il y a une très forte demande, et du coup, la nécessité pour ces instituts de recherche, pour ces entreprises, d'aller au plus près de cette biodiversité et de ceux qui détiennent des savoirs sur cette biodiversité. En droit international, on a souvent fait la distinction entre les pays fournisseurs et les pays utilisateurs. Donc, grosso modo, si on caricature, les pays fournisseurs, c'est les pays qui sont très riches en biodiversité, ils sont majoritairement situés au sud, les pays du sud, et les pays utilisateurs, plutôt les pays, on va dire, occidentaux, avec une très forte prépondérance des États-Unis, du Japon et de l'Europe. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la France, elle fait partie de l'exception, parce qu'on est les deux à la fois. On est à la fois fournisseur et utilisateur. Et pourquoi? Grâce à notre vie. C'est aussi pour ça que la France a une position très particulière, et que c'est important, d'autant plus important pour la Fondation d'être mobilisée, parce qu'on peut être à la fois de pirates, et certaines personnes du peuple français, donc là en l'occurrence peuple autochtone, peuvent être de pirates. Donc c'est extrêmement important d'agir sur cette question à l'échelle française. Et donc concrètement, comment on s'approprie le vivant? On se l'approprie à travers le droit de la propriété intellectuelle, et notamment le plus poussé, c'est par le brevet. Alors je ne sais pas si vous savez comment on pose un brevet, mais en gros on pose un brevet sur... il y a 3 conditions à remplir. Il faut qu'il y ait donc 3 critères: la nouveauté, l'inventivité et une application commerciale. La nouveauté, ça veut dire l'invention qui n'existait pas avant. Elle est absolument nouvelle, dans le temps, dans l'espace. L'inventivité, c'est en gros le procédé ou ce que j'invente qui n'était pas évident à trouver. C'est-à-dire il y a quand même une recherche qui doit être valorisée. Ce n'est pas évident pour l'homme du métier. Et l'application commerciale, donc ça se passe bien longtemps. Donc c'est les 3 critères pour poser un brevet. Le problème, c'est qu'effectivement, depuis les années, notamment 80, on va dire, il y a eu une ouverture du brevet sur le vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un institut de recherche, une entreprise, peut détenir un brevet sur une plante. C'est-à-dire, par exemple, je détiens un brevet sur telle plante pour cette utilisation-là, et donc j'ai un monopole pendant 20 ans, je suis le seul à pouvoir utiliser cette plante pour cette utilisation. Si d'autres utilisent cette plante pour la même utilisation, ils sont censés me payer des royalties. Donc c'est ce mécanisme-là en fait, du brevet qui fait que pendant 20 ans, on a un monopole. Sauf que donc la dérive que nous on dénonce en tout cas à la Fondation, c'est qu'on peut maintenant s'approprier du vivant, et c'est là où on en reviendra, c'est là où la logique est parfois difficile à comprendre, parce que le vivant, c'est quelque chose qui par essence se reproduit par lui-même, existe de lui-même, sauf que là on se considère inventeur de quelque chose de vivant juste parce qu'on a découvert ou mis en avant une propriété de ce vivant. C'est une grosse brèche qui a été ouverte dans les années 80 aux États-Unis et qui a été ensuite reprise par tous les États aujourd'hui et par le droit international. Peut-être un autre chiffre que je vous disais tout à l'heure, donc il y a les pays utilisateurs, pays fournisseurs. Aujourd'hui, 50% des brevets délivrés à leur pays concernent les États-Unis et le Japon. Donc 2 pays qui ont déjà la moitié de tous les brevets existants. Alors peut-être oui, un petit rappel sur peuples autochtones, c'est un sujet fort de la Fondation. Voilà, on essaye de promouvoir au maximum donc les droits des peuples autochtones.
de faire connaître ses droits, de faire respecter et promouvoir aussi leur savoir et de les protéger. Peuples autochtones, donc c'est un terme qui n'a pas de définition officielle à l'international. Il y a un refus de définir précisément ce qu'on entend par la notion de peuples autochtones. Mais grosso modo, c'est les peuples qui étaient là avant toute forme de colonisation et qui aujourd'hui ont conservé une culture, une religion, une langue, disons des éléments culturels différents de la population à laquelle ils sont aujourd'hui intégrés. Donc notamment en France, il y a les peuples autochtones, on l'oublie, peu de gens le savent, on l'oublie souvent, mais il y a les peuples autochtones notamment en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Notamment. Donc à l'échelle internationale, on est sur à peu près 370 millions de personnes, donc 5% de la population mondiale, donc c'est pas négligeable. Mais le chiffre important à retenir, c'est surtout le dernier chiffre que je vous ai mis à la fin. Donc les peuples autochtones occupent 22% des territoires mondiaux, mais sur ces 22%, 80% de la biodiversité. Donc on comprend bien pourquoi aujourd'hui une entreprise en institut de recherche va prioritairement sur ces territoires-là, pour deux raisons. C'est là où se trouve la biodiversité, et c'est là aussi où ils savent qu'il y a des savoirs traditionnels extrêmement forts, extrêmement puissants, puisque ces peuples ont développé des connaissances très fines sur l'environnement qui les entoure. Donc c'est pas du tout anodin d'aller prioritairement faire de la recherche en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. C'est pas neutre. Alors là, vous avez quelques cas de biopiraterie assez célèbres. Vous avez le Nîmes, qui est probablement le cas le plus célèbre, la Stevia, Sachanchi, la Maca, Washi. Je peux passer. Si on revient sur le cas du Nîmes, c'est un cas que je peux détailler un tout petit peu juste pour expliquer concrètement ça a quoi comme impact de biopirater des plantes et des savoirs. Donc le Nîmes, dans les années 90, si vous voulez, cet arbre, c'est un arbre qui se trouve, là en l'occurrence, le piratage s'est fait au niveau de l'Inde. Donc cet arbre indien, il est réputé pour énormément de propriétés. Donc, notamment, il a des propriétés médicinales, mais il est aussi insecticide, il a des propriétés multiples. Et c'est un peu, finalement, la pharmacie du village. Et des entreprises vont avoir connaissance de ces connaissances, ils vont poser pas moins de 64 brevets sur cette plante. Le problème, c'est que forcément, à partir du moment où il y a des brevets qui sont posés, on a une demande qui est plus forte sur cet arbre. Et donc, le prix d'accès au Nîmes va passer de 7 à 70 roupies le kilogramme. Donc, autrement dit, les gens qui l'utilisaient tous les jours, à partir du moment où il y a cette augmentation, sont en difficulté pour accéder à un arbre qu'ils ont toujours utilisé. Donc ça, c'est un exemple concret. Sans compter le fait qu'on a volé leur savoir et qu'on les a purement simplement copiés dans un brevet. Donc ils sont complètement éliminés de cette soi-disant invention qui revient ensuite aux entreprises. Heureusement, il y a toute une bataille juridique qui s'est faite, qui a duré très longtemps, plusieurs années. Et Vandana Shiva, dont vous avez la photo juste ici, notamment, a été très active dans la lutte contre ces cas de piraterie. Et donc, heureusement, l'Office européen des brevets, qui avait délivré ces brevets, va finir par les annuler, parce que les brevets ne remplissent pas la condition de nouveauté, puisque ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas des brevets nouveaux, on ne pense rien sur quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà connu des populations. Donc ça, c'est un exemple concret d'impact que peut avoir la biopiraterie. Je peux passer un petit peu plus vite sur le Kaposhi, peut-être que Ludovic y reviendra, on verra. Mais le Kaposhi, c'est un cas qui est encore en cours, qui concerne donc la Guyane. Et cette fois-ci, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça ne concerne pas une entreprise. Souvent, on s'imagine le biopirate comme une grosse entreprise, toute puissante, etc. C'est souvent le cas, oui. Mais il y a aussi énormément de piraterie qui est faite par des instituts de recherche, par de la recherche. En l'occurrence, ici, l'IRD, donc un institut de recherche public, qui se rend en Guyane. Là non plus, ils vont pas au hasard, ils vont en Guyane dans les années 2000 pour faire une étude ethnobotanique sur. En gros, leur idée, c'est de comprendre les remèdes qui sont utilisés sur place par la population pour lutter contre le paludisme. Parce qu'ils ont repéré que dans cette région, les gens sont plutôt bien soignés du paludisme. Donc ils se disent qu'il y a quelque chose de. Donc ils font des enquêtes ethnobotaniques, 117 personnes sont interrogées, répondent à leurs questions. Le problème, c'est que les personnes ne savent pas du tout ce qui va advenir des savoirs qu'ils viennent de transmettre. Pour certains, ils ont carrément transmis des recettes
intégrale de comment ils utilisent les plantes. Ces recettes, le problème, c'est qu'elles vont se retrouver publiées sans leur consentement. Donc c'est comme si vous venez d'écrire un article et je le publie, je ne vais pas demander votre accord, donc tout ce que vous m'avez dit, je le publie. Sachant que donc il n'y a pas de consentement. Et ça va plus loin, c'est que ces chercheurs rentrent ensuite en métropole, font des analyses des plantes, et donc en fait ce qui ressortait des enquêtes, c'est qu'il y avait une plante qui revenait plus que les autres, c'était le cas de cette plante Quashi, aussi avec Aspera. Et donc ils vont faire des études sur cette plante et tout simplement isoler la molécule qui a cette propriété antipaludique. Donc en fait, ils vont ensuite poser un brevet et se considérer les inventeurs de cette propriété antipaludique. Le problème, c'est que les autochtones qui ont répondu et les communautés locales qui ont répondu ne sont pas du tout au courant qu'il y a un brevet qui vient d'être posé, sont complètement écartés de ce processus. Donc aujourd'hui, la Fondation a dénoncé ce cas et on a tenté de faire tomber ce brevet, puisque selon nous, il ne remplit pas les conditions fondamentales d'un brevet, savoir la nouveauté et l'inventivité notamment. C'est encore en cours, c'est un processus long, on espère gagner, mais ça fait depuis 2015 que c'est en cours. On espère avoir une réponse peut-être en 2020. Autre cas. Mais dans ces cas, le brevet est déposé où? Alors là, il est déposé à l'Office européen des brevets. Donc c'est une couverture au niveau de l'échelle de l'Union européenne. Donc là, concrètement, sur ce que vous voyez à l'écran, c'est une petite statistique pour montrer que l'importance de ces arts traditionnels autochtones en l'occurrence, c'est que s'ils étaient allés au Guyane, au moyen, c'est eux-mêmes, hein, c'est les chercheurs qui le disent eux-mêmes, hein. Je vais pas inventer ces chiffres. S'ils étaient allés en Guyane faire des collectes comme ça de manière aléatoire en testant des plantes pour savoir si elles ont une propriété antipaludique, ils auraient eu un taux de succès de 0,5%. En faisant des enquêtes ethnobotaniques, ils ont une augmentation phénoménale de 5200% de rendement. Donc c'est pas anodin, on comprend bien l'importance d'aller justement faire des enquêtes ethnobotaniques auprès de ces populations. Le problème, c'est que ça se passe toujours de la même manière, c'est qu'on interroge ces personnes, mais après, il se passe plus rien. On les attend, on ne les informe pas de ce qui va se passer, on ne demande pas leur consentement, etc. Donc un autre cas, c'est le cas de la stevia. La stevia qui est un édulcorant. Donc c'est une plante qui pousse à la frontière entre le Paraguay et le Brésil, qui permet de sucrer des choses, mais qui est alcoolique. Donc c'est extrêmement intéressant aujourd'hui, vu tous les problèmes qu'il y a de sucre. C'est une plante qui est intéressante. Le problème, c'est que ces propriétés sucrantes de cette plante sont connues depuis plusieurs centaines d'années par deux communautés autochtones, qui sont les Guarani Pactavitera au Paraguay et les Guarani Kaiwa au Brésil. Et donc aujourd'hui, tous les produits qui incorporent de la stevia, il y en a énormément, faites le test chez vous, c'est très probable que vous en ayez. Donc c'est Coca, c'est Fanta, c'est le ketchup, c'est tout. Ces produits-là, ils sont créés à partir d'un savoir qui est issu de deux communautés autochtones. Là encore, évidemment, ils ne sont pas consentis. Ils sont probablement très peu au courant du nombre de brevets qu'il y a. Alors on a plus de 1000 brevets sur la stevia, c'est énormissime. Et il n'y a pas de partage d'avantages, évidemment non plus, de tous les bénéfices qui sont réalisés grâce à l'utilisation de leur savoir. Donc la Fondation a aussi dénoncé ce cas. Là, c'est plus compliqué de s'opposer aux 1000 brevets, parce que vous comprenez bien que ça coûte très cher de s'opposer à un brevet. Donc là, on est plutôt sur une campagne médiatique pour faire connaître et faire pression sur l'entreprise pour que d'elle-même, elle se mette dans une autre dynamique de négociation avec les Guarani. Parce qu'il faut bien savoir que là, aucune entreprise ne contredit le fait que la stevia, les propriétés sucrantes de la stevia viennent des Guarani, puisqu'ils en jouent même, comme vous voyez sur la photo, Coca-Cola joue de ça. Ils mettent un Guarani en photo à côté de Coca-Cola. Donc, il n'y a pas de déni, ce qui arrive parfois. Là, il n'y a pas du tout de déni, au contraire, ils en jouent. C'est vendeur. Une question, Marion, souvent l'argument avancé par ces industries qui ont des scientifiques qui isolent le principe actif d'une plante, c'est de dire, bon, il y a des connaissances traditionnelles, mais nous, on a isolé le principe actif, voilà la vraie science, par rapport à l'empirisme des pratiques et des connaissances traditionnelles, souvent un discours qui est tout. Oui, c'est le discours auquel on a eu droit aussi sur le Kakwashi, c'est en gros, bah oui, les autochtones, ils utilisent ça dans leur tisane, mais bon, nous, on a quand même décrit la molécule, ils avaient qu'à le faire. Et en fait, là, ils sont en train de nous demander de prouver qu'il y a bien la molécule dans leur savoir, dans leur tisane. Donc oui, en gros, c'est aussi un élément sur lequel je voulais revenir,
c'est que, en fait, finalement, la biopiraterie, ça pose plein de questions, mais notamment la question du rapport qu'on a au savoir. Et si vous notez bien, depuis le début, d'ailleurs moi-même, je l'ai fait, j'ai toujours dit savoir traditionnel, c'est-à-dire savoir traditionnel. On ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de qualifier ces savoirs en leur mettant un adjectif, comme si on ne pouvait pas juste dire science. Enfin, ça viendrait à personne d'idée. Enfin, je sais pas, on dit toujours savoir traditionnel, savoir ancestral, savoir millénaire, on va toujours employer des qualificatifs. Justement pour les décrire en opposition de la science entre guillemets, donc la science dite des sciences dures, la science occidentale. Et donc justement c'est intéressant cette question de la biopiraterie parce que ça permet de se réinterroger en fait. Qu'est-ce que la science? Pourquoi les savoirs traditionnels ne seraient pas considérés comme de la science puisqu'il y a une expérimentation qui est faite? Parce que les plantes elles sont bien testées pour aboutir à ces remèdes. Donc finalement on est bien sur un même principe de science. Il y a une science qui en plus évolue en permanence, parce qu'un des risques d'ailleurs de la biopiraterie, c'est de vouloir figer les savoirs. Il y a eu par exemple des bibliothèques qui sont créées de savoir. C'est intéressant parce que ça permet de prouver que le savoir existe, à partir du moment où il est mis par écrit, on l'enregistre. Mais du coup, il perd le côté vivant du savoir, parce qu'un vivant il évolue. Un savoir, pardon, il évolue. Et donc ça, c'est extrêmement important si je pense de l'avoir en tête, c'est que justement ces peuples-là produisent des savoirs, produisent de la science. Et ça permet de se réinterroger sur cette question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les scientifiques à l'échelle internationale, ils commencent à pousser pour qu'on se rapproche davantage des peuples autochtones et de leur savoir, parce qu'ils sont en train de se rendre compte de la puissance en fait, de ces savoirs. Et notamment au niveau du climat, je ne sais pas si vous avez vu les rapports du GIEC, mais même les rapports de l'IPBES, donc qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour le vivant, pour la biodiversité. Régulièrement, les conclusions, c'est ça serait bien de travailler, chercheurs occidentaux, avec les peuples autochtones, parce qu'il y a des savoirs qui sont extrêmement pointus. C'est souvent ça qui est dit. Donc c'est effectivement intéressant que ça interroge cette question-là. Alors sur le cadre juridique international, en fait la biopiraterie existe depuis très longtemps. Déjà au niveau de la colonisation, il y a eu toute une... ça je vous invite à lire le livre de Samir Boumediene, qui avait toute une étude sur les plantes du Nouveau Monde. Et en tout cas c'est le titre de ce livre. Et de montrer comment la colonisation s'est faite à la fois des terres, mais aussi déjà des savoirs à l'époque. Et notamment, on peut repenser à la quinine qui avait justement des propriétés antipallidiennes. Mais si on vient un petit peu plus proche de nous, en fait, il y a un vrai tournant dans les années 90 où la biopiraterie va chercher à encadrer la biopiraterie. Le problème, c'est qu'on va le faire, en tout cas selon la Fondation, d'une manière un petit peu problématique, à savoir qu'on va se dire que pour protéger le vivant, pour protéger la biodiversité, il faut marchandiser. Et il faut privatiser. C'est un peu la théorie qui émerge dans ces années-là. Déjà dans les années 80, c'est la privatisation à tout va. Et donc cette privatisation, elle s'étend aussi au vivant. Et l'argument est de dire, voilà, en faisant du vivant des biens privés, on va mieux les protéger, on va mieux les gérer. C'est ce fameux argument qui est toujours mis en avant d'ailleurs pour tout phénomène de privatisation, l'appropriation des fonds. Et donc ça va commencer avec la Convention sur la diversité biologique de 92, qui va justement expliquer que pour encadrer la biopiraterie, dorénavant, quand on veut accéder à des ressources génétiques et quand on veut accéder à des savoirs, il faut obtenir le consentement du pays et le consentement des peuples si on est sur des savoirs. Et il faut partager les bénéfices. Donc c'est un peu deux concessions qui sont faites. Si on respecte ça, ça va. Le problème, c'est que ça reste déjà des conditions un peu faibles, au sens où on ne remet pas en question la privatisation du vivant, elle fait s'approprier le vivant. Mais en plus, on sait aujourd'hui, c'est très peu appliqué, pour ne pas dire pas du tout. Très rarement appliqué. Donc c'est problématique. Slide suivante. Donc voilà, les objectifs de cette convention, c'était la conservation, l'utilisation durable
et le partage juste et équitable des avantages. C'est vraiment les trois aspects qui vont être repris ensuite dans plein d'autres conventions internationales. Alors, la slide suivante permet de montrer quand même qu'il y a quelque chose de positif dans cette convention, c'est que l'article 8J, qui est d'ailleurs énormément utilisé aujourd'hui par les autochtones, il met l'accent sur l'importance des savoirs traditionnels des peuples autochtones pour qu'ils soient respectés, préservés, maintenus. Donc, toutes ces connaissances-là soient respectées. Le problème, c'est que cette convention, comme toute convention de droit international, elle ne s'applique que lorsqu'on intègre ces principes dans son droit interne, dans son droit national. Donc c'est quand même une limite assez forte. Pour autant, ça permet quand même dès 1992 de mettre l'accent sur l'importance de ces connaissances et de les respecter. Et donc ça permet de porter des plaidoyers avec des messages assez forts aujourd'hui de la part des autochtones pour dire attention, quand même depuis 1992 il y a cet article qui est là. Vous êtes censé l'intégrer dans vos droits nationaux. Alors, slide suivante, il y a 94 accords sur les droits de la propriété intellectuelle liés au commerce, qui là aussi sont, donc on est toujours dans ces années 90, sont des accords qui vont permettre de privatiser le vivant, où on va étendre finalement la possibilité de propriété au vivant. Donc c'est un tournant. Et puis, pendant plusieurs années, il y aura quelques autres petits textes qui vont venir préciser la Convention sur la diversité biologique. Mais il y a quand même un texte important qui est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui date de 2007, qui a un processus de 20 ans de négociation, et qui aboutit à cette déclaration, qui est une déclaration fondamentale, qui reconnaît énormément de droits aux peuples autochtones, et qui est en fait le texte le plus abouti sur lequel aujourd'hui les peuples autochtones se basent pour faire respecter leurs droits. Alors là encore, une fois, c'est du droit international, donc l'idée c'est que les États ensuite mettent en œuvre ça dans leur propre droit national. Mais cette déclaration, elle a justement deux articles qui sont consacrés à la question des savoirs traditionnels. Donc bon, je ne vais pas vous les lire, mais sachez que c'est l'article 24 et 31 qui, grosso modo, invite à respecter les connaissances, la pharmacopée, que les autochtones sont maîtres de ces savoirs et que pour y accéder, on demande le consentement. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'il faut savoir que justement les autochtones, pour une fois, étaient conviés à la table des négociations et ont pu justement rédiger avec les États cette déclaration. C'est un peu justement ce qui fait que c'est un texte si puissant, c'est que les autochtones eux-mêmes ont pu participer, donc il y a une certaine légitimité à ce texte. Et puis, le dernier texte intéressant, c'est le protocole de Nagoya de 2010, qui est mis en œuvre en 2014, donc c'est très récent, vous voyez. C'est le texte qui vient ajouter un petit peu plus de détails à l'ancienne convention sur la diversité biologique. Et en gros, slide suivante, encore une fois, on reconfirme, si on accède à des savoirs traditionnels et à des ressources génétiques, on demande le consentement préalable de non-connaissance de cause et on partage de manière juste et équitable les avantages. C'est vraiment les deux grands principes. Et donc aujourd'hui, si on veut lutter contre la biopiraterie, quelque part, on est un peu obligé de lutter sur ces deux aspects. Et c'est un petit peu ce qui nous met dans une position compliquée à la Fondation, c'est que par essence à la Fondation, on est contre la privatisation du vivant. Sauf que si aujourd'hui on veut démonter les cas de biopiraterie, les dénoncer et faire en sorte que les brevets n'existent pas, parce que malheureusement le système des brevets maintenant c'est dans le vivant, on en est là. Que fait-on pour lutter? On est obligé de prouver qu'il n'y a pas eu de consentement et on est obligé de dire qu'il n'y a pas eu de partage d'avantages. Et donc, quelque part, on légitime aussi un peu ce qui s'est produit. C'est là où on est dans une posture un peu compliquée. Mais nous tous seuls, en tant que fondation, on ne va pas abolir un système qui s'est produit à l'échelle internationale de portabilité du vivant. C'est un peu ce qui est compliqué. Il y a le péché originel, entre guillemets, d'avoir pu breveter le vivant. Et donc juste peut-être vous dire qu'en France, depuis 2016, enfin la France a intégré le protocole de Nagoya et ces principes-là dans son droit interne, avec quand même des exceptions, notamment la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas concernée. Mais par exemple la Guyane est concernée. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs français, dans de recherche, les entreprises,
ne peuvent plus nous dire l'argument qu'on avait avant cette loi, à savoir, oui, mais le cadre juridique est flou, c'est du droit international, bon, c'est pas très contraignant, donc c'est pas clair. En gros, c'est ça. Alors là, aujourd'hui, on va dire, ah, ok, pas bien, c'est pas clair, vous avez tout un titre, le titre 5 de cette loi, qui vous dit exactement ce que vous faites si vous voulez faire une recherche qui concerne des ressources génétiques et les services traditionnels. Donc aujourd'hui, 2019, on est encore à des balbutiements de la mise en œuvre de cette loi, parce que c'est compliqué. Il faut tout réadapter au niveau de la recherche, au niveau de la recherche des instituts de recherche, mais aussi de la recherche qui est faite par les entreprises. Et donc c'est compliqué de se lancer dans cette nouvelle dynamique. Et notamment en Guyane, il y a des gros enjeux pour que côté des peuples autochtones aussi ça s'organise, pour pouvoir concrètement comment on récolte le consentement des peuples autochtones. Donc justement, côté Guyane, il y a des acteurs qui sont en train de s'organiser pour établir des protocoles de consultation. Comment on consulte les peuples autochtones, vers qui on se dirige, et comment on estime avoir eu le consentement ou pas. Donc ça pose des vrais enjeux. Et donc finalement, la biopiraterie, pour conclure, ça pose, comme je vous l'ai dit, donc l'action de la mortalité du vivant, avec une vision marchande de la nature. En gros, on est typiquement dans cette logique occidentale de la nature qu'on a mis en dehors de l'humain. Et on va plus loin en disant que la nature n'est plus un tout, c'est un tout, mais qui est décomposable en plein de petits éléments sur lesquels une partie desquels je peux m'approprier. Je peux m'approprier une partie de plante, je peux m'approprier aujourd'hui, effectivement, je peux m'approprier la plante Cassiamara pendant 20 ans. Je peux m'approprier le vivant. Et donc, on en fait de simples marchandises, et donc on a privatisé, on s'est approprié une biodiversité qui était auparavant plutôt dans une dynamique de commun, un commun naturel, fondamental pour tous. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant à la Fondation aussi de travailler sur la question du droit, parce que vous l'avez vu, il y a du droit international qui s'est créé, mais c'est plusieurs branches de droit qui se mêlent. Il y a le droit du commerce, il y a le droit de la propriété intellectuelle, il y a le droit des peuples autochtones, il y a le droit de l'environnement. C'est plein de branches de droit qui se mêlent, tous n'ont pas évidemment la même puissance, le même niveau, malheureusement, même s'ils devraient avoir le même niveau, on sait très bien qu'aujourd'hui le droit du commerce et de la propriété intellectuelle prime sur les droits de l'homme et sur les droits de l'environnement. Donc ça pose plein de questions. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un autre droit qui émerge, c'est les droits de la nature. On n'est non plus dans une logique anthropocentrée, mais dans une logique écocentrée, où on accorde des droits à la nature et on n'a plus une vision marchande, une vision étroite de la nature. On est sur une vision d'une nature qui a une valeur intrinsèque par elle-même. Donc c'est une piste intéressante. C'est aussi intéressant de parler du droit communautaire, du droit des peuples autochtones, parce que les peuples autochtones produisent aussi du droit. Et ça, Thomas Bourri reviendra justement dans la vidéo d'après. Donc c'est intéressant aussi de mettre en avant d'autres formes de droit, parce que finalement, qu'est-ce que c'est la question des communs? C'est effectivement les ressources qu'on gère, mais c'est aussi tout le système autour qu'on met en place de gouvernance, toutes les règles qui sont autour, qui n'est pas forcément des règles écrites, ça peut être des règles orales, c'est très vivant aussi d'ailleurs, ça peut évoluer. Et donc c'est intéressant justement de bien comprendre ce droit qui est en train de se créer en ce moment, notamment les droits de la nature et le droit coutumier qui est en train de réémerger. Pourquoi? Pour justement bien se défendre contre cette biopiraterie. L'autre aspect de la biopiraterie, c'est l'action du colonialisme, puisque finalement, on l'a vu, c'est une nouvelle forme de colonisation, peut-être plus subtile, un petit peu plus, disons, un peu moins visible, mais tout aussi inacceptable. Donc on colonialise le vivant, on colonise les savoirs, et finalement on est dans le déni on amoindrit finalement ce que nous apportent les savoirs traditionnels. Et enfin, ça, j'ai déjà répondu finalement, c'est l'élection des savoirs traditionnels versus savoir scientifique, où vraiment la biopiraterie finalement nous amène à nous interroger sur le rapport qu'on a à la nature, le rapport aussi qu'on a à l'autre et aux autres formes de savoir. Et donc c'est extrêmement important aujourd'hui de repenser tout ça, de faire table rase en fait, de tous les préjugés qu'on a sur justement le savoir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions tout à l'heure, mais je m'arrête là pour le moment. Merci.
vous en prie. Je crois que c'est Einstein qui disait que la magie et la science, c'est deux manières différentes de dire la même chose. Du coup, c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'il disait au début, justement, et moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est les rapports entre la magie et la science. Et c'est ce qui m'a conduit à créer, il y a quasiment 15 ans maintenant, une entreprise qui a donné naissance à une marque qui s'appelle AINI, dont on va dire l'objectif ou l'idée initiale était de travailler sur des plantes rituelles, des plantes magiques, en faisant dialoguer justement magie et science. Et du coup, moi, je vais vous parler d'un point de vue du praticien qui va avoir comme matière première la connaissance des peuples autochtones, notamment péruviens, et la valorisation de la biodiversité qui est associée. Pour vous redonner un petit peu des éléments de contexte, moi je viens plutôt du monde de l'entreprise, c'est assez classique. J'ai fait une école de gestion, je suis parti travailler dans des cabinets de conseil en stratégie pour des grosses structures, mais toujours en faisant des allers-retours avec l'Amérique latine, notamment en Équateur ou au Pérou, où j'avais travaillé au sein de communautés autochtones dans des ONG. Et c'est ce dialogue justement et ces allers-retours qui au bout d'un moment m'ont donné envie de créer AINI, avec l'idée que je vous ai décrite, mais évidemment en réfléchissant à la manière la plus juste de faire cette entreprise-là. Je voulais pas quitter une situation matérielle confortable pour me lancer dans une aventure dont je serais pas fier. Et pour moi, la fierté passait par essayer de faire les choses justement, puisque j'allais travailler avec des gens qui étaient devenus mes amis. Et par conséquent, il est important pour moi de créer la structure en prenant complètement en compte le point de vue des communautés autochtones avec lesquelles je travaillais. Et du coup, je partageais toute cette expérience-là avec vous. Alors, quand il s'est agi de réfléchir justement à cette entreprise et à cette marque, à sa philosophie, très vite s'est posé du coup la question de qu'est-ce que ça veut dire valoriser de manière juste une connaissance et une plante qui est associée, sachant que cette démarche-là, elle est née en 2005. Donc, pour redonner le contexte, Nagoya a eu lieu simplement en 2010. Donc, on ne parlait pas encore d'APA, de partage des connaissances. La biopiraterie, elle, était malheureusement déjà présente. Et du coup, il fallait travailler et réfléchir à créer un système en alternative à cette biopiraterie sans qu'il y ait un cadre qui soit posé. Donc, on a fait un diagnostic avec les communautés autochtones. Moi, je travaillais encore essentiellement donc, au Pérou, avec les communautés Achaninka de la selva centrale du Pérou, et notamment avec la Seconsec, qui est l'organisation de la forêt centrale du Pérou, qui représente à peu près 40 000 Achaninka. Et les Achaninka, c'est un des premiers groupes culturels, ethniques, autochtones d'Amazonie péruvienne. Sachant que vous avez aussi un groupe culturel important dans les Andes avec les communautés quechua. Et donc du coup on a travaillé avec la Seconsec pour se dire qu'est-ce que ça veut dire valoriser ces connaissances et ces plantes de manière la plus juste possible. Et le diagnostic qu'on a posé, le premier élément, c'était de se dire le commerce équitable, ça va payer des plantes un peu plus chères, et certes nécessaires, mais c'est pas la bonne solution. Pour quelle raison? Parce que nous, on travaille dans la cosmétique, et ce qui fait la valeur d'un produit cosmétique, et ce qui fait que les gens vont payer finalement relativement cher, c'est à la fois l'histoire qui va attirer l'attention, et c'est une efficacité réelle ou perçue du produit. L'histoire, elle va se nourrir de la plante, et la plante va se nourrir également du savoir traditionnel, et l'efficacité va se nourrir de nos recherches. Nos recherches s'inspirent complètement du savoir traditionnel aussi. Donc finalement, il y a une contribution du peuple autochtone avec lequel on travaille à la création d'une valeur immatérielle. Et le commerce équitable récompense ou rémunère un savoir de production et un savoir qui est matériel, mais il ignore finalement toute la connaissance immatérielle qu'il faut rémunérer parce qu'elle apporte une valeur qui est décisive à la valeur finale du produit. Donc c'était le premier élément de diagnostic, c'était celui-ci. Le deuxième élément de diagnostic qu'on a posé, c'était de se dire que le brevet est absolument illégitime. On
on en a pas mal parlé déjà, je pense que Ludovic et Marion l'ont déjà un peu couvert. Nous, la remarque qu'on faisait, c'était que finalement, personne ne se balade dans la forêt par hasard, trouve des plantes par hasard et trouve un principe actif par hasard. Tout le monde va s'inspirer d'une connaissance locale qui va nous orienter dans certaines directions pour faire nos recherches. Et finalement, le scientifique, ce n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne d'innovation. Et du coup, il y a une espèce d'injustice absolue qui ferait que ce dernier maillon, parce qu'il a la connaissance du langage scientifique dominant, parce qu'il a la connaissance de la communauté actuelle, va réussir à capter, à privatiser une plante et à capter l'essentiel de la valeur liée à cette plante et à ses sortes artificielles. Et là-dessus, moi, je vais être un peu plus relatif par rapport à la piste que proposait Thomas, qui consistait à dire, bah oui, ok, le brevet, pourquoi pas finalement s'il est partagé avec les communautés autochtones. Le problème, c'est qu'une connaissance d'une plante, c'est un savoir qui est collectif, c'est pas un savoir qui est commun, c'est pas un savoir individuel, c'est un savoir qui est collectif. Et la pratique, c'est de définir la limite de cette collectivité-là. Et souvent, si vous faites un accord avec un peuple, le peuple d'à côté aura la même connaissance, et parfois les peuples sont sur deux pays différents, donc finalement ça devient assez inextricable. Et au final, la meilleure solution, et sans doute la plus juste, est de se dire de refuser absolument la privatisation et le brevet quand c'est possible dans son absolu. Et le dernier élément de diagnostic qu'on avait posé, c'était le fait que finalement, alors moi je vous parle d'un contexte latino-américain et plutôt péruvien et euro-équatorien, dans lesquels les organisations autochtones sont assez fortes. Et c'était de se dire que finalement le bon niveau d'interlocuteur pour ces sujets-là, c'est l'organisation autochtone. C'est pas le village, c'est pas l'organisation de producteurs, c'est l'organisation autochtone, parce que ce sont finalement, quand les entreprises partent, quand les ONG partent, ce sont les derniers maillons qui défendent la culture qu'ils représentent. Et c'est souvent des gens qui ont un niveau, une puissance de négociation, une capacité à négocier qui est bien supérieure à un chef de communauté ou un chef de coopérative, parce que finalement, c'est des gens qui se retrouvent en première ligne vis-à-vis des compagnies pétrolières, des compagnies d'extraction. C'est souvent des gens qui ont un niveau politique extrêmement élevé, et c'est ceux qui sont à même d'établir un rapport de force, on trouve au moins équivalent par rapport au pouvoir de négociation que je pouvais avoir en tant qu'entrepreneur européen venant travailler avec ces communautés-là. Et donc sur ce diagnostic-là qui a été posé, donc avec ces trois éléments-là, on a proposé une alternative. On a décomposé, symbolisé nous en trois cercles concentriques. Le premier qui est la relation à la plante au producteur. Pour faire simple, on a mis en place un système de commerce équitable, un prix juste pour des plantes de qualité. Mais comme je vous l'ai dit, pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi payer cette valeur immatérielle. Et donc, du coup, évidemment, on a négocié un accord avec l'organisation autochtone, donc la CECONSEC, qui représente à peu près une centaine de communautés autochtones à Chaninka, à peu près 30 à 40 000 personnes. Et cet accord-là prévoyait essentiellement trois choses. Un, il nous autorise à travailler une liste positive de plantes, c'est-à-dire qu'en fait, on négocie on négocie qu'avec la CECONSEC, la liste des plantes qu'on veut étudier. Donc, ils nous ont interdit certaines qui ont un pouvoir symbolique qui est trop fort, et ils en autorisent d'autres. Ça, c'est le premier élément de nos contrats. Le deuxième élément de nos contrats, c'est évidemment, on s'interdit sous aucun prétexte de déposer des brevets qui sont liés aux plantes et à leur connaissance. Et le troisième élément, c'est qu'on prévoit le partage de cette valeur matérielle en reversant un pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'organisation indienne, avec à charge pour elle de financer des projets destinés à préserver la biodiversité et la culture des gens. Sachant qu'ensuite, l'usage de l'argent est fait de manière complètement discrétionnaire, et c'est eux qui en sont responsables, et nous, on n'a pas notre mot à dire. Et c'est quel pourcentage? Alors, le pourcentage a évolué, on a été trop ambitieux au démarrage, on avait négocié 4%, on n'a pas été capable de les tenir, on les a baissés à 2%. Mais ça a fait l'objet de notre négociation, bien entendu. Avec eux, disons que c'était 4% qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'on en a eu plus et qu'on en perdait quand même par ailleurs, on a été obligé de baisser, parce qu'on n'avait pas tenu, malheureusement. Ça, c'est le deuxième principe, si vous voulez, qu'on a négocié, donc c'est effectivement ce contrat signé avec la CECONSEC. Et le troisième principe qu'on a mis en place, c'était la logique du bien commun. Finalement, vous avez le groupe de producteurs,
les gens qui nous sont en relation directement pour l'acquisition des plants, deux, la communauté ou les représentants des communautés indiennes avec la SNCF. Et le troisième plan qui était le bien commun, qui consistait à dire on s'attribuait, ou en tout cas on avait pour ambition d'avoir une fonction politique, et donc on voulait participer à la lutte contre la biopiraterie, et on a donc décidé d'attaquer des brevets d'entreprises françaises sur des plantes péruviennes. Et c'est là où on s'est allié à la fois avec la Fondation Daniel Mitterrand, avec la Commission nationale de lutte contre la biopiraterie péruvienne, qui est un organisme d'État péruvien qui est chargé de manière assez offensive de défendre la biodiversité et les savoirs traditionnels péruviens en attaquant des brevets. Et c'est ce que nous avons fait à partir de 2006-2010. On a engagé un combat à peu près 4 ans pour casser 2 brevets sur la plante du Setchanchi, qu'a cité Marion, et vous avez vu des photos, qui est une plante qui est très riche en oméga 3, en oméga 6, qui a des applications assez intéressantes en cosmétique, pour notamment des applications anti-âge, et manque de bol, j'allais dire, entre guillemets, pour les entreprises qui ont déposé des brevets, et heureusement pour nous, qui est une des rares plantes péruviennes d'Amazonie, qui a des usages explicites en cosmétique par les communautés autochtones. L'approche autochtone de la beauté est plutôt assez intégrale, et ils ont quelques plantes qu'ils utilisent de manière assez littérale en cosmétique, et c'était une d'entre elles, ce qui a facilité évidemment la lutte contre la biopiraterie dans ces 2 cas-là. Alors pour tirer un petit bilan de ces activités et du système qu'on a mis en place, une de nos réussites principales, c'était celle-ci, ça a été justement d'arriver à porter le combat de la biopiraterie avec un succès certain, modeste mais certain. Le deuxième succès, je pense qu'on a eu de manière collective, c'est de faire que finalement aujourd'hui, c'est devenu assez difficile pour une entreprise de notre secteur de déposer un brevet sur un savoir traditionnel littéral. Et ça, c'est ce que je vais appeler la biopiraterie de première génération. On a pu observer dans les années 90 et de 2000 à 2010. C'était les entreprises de l'Institut de recherche qui allaient littéralement copier un savoir traditionnel, déposer un brevet dessus et prétendre avoir inventé la chose. Ça, je pense que ça n'existe quasiment plus, parce que les entreprises maintenant ont conscience de ça. Donc je pense que c'est à notre crédit collectif, on va dire, même si ça porte des limites. Et puis, je pense qu'il faut que nous gardions une très très grande modestie par rapport à tout ça. Parce que les enjeux, les défis sont assez importants sur ce sujet. Le premier, c'est de se dire que la biopiraterie, au niveau d'une communauté autochtone, c'est un sujet qui est important mais pas forcément urgent. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, les gens avec qui on travaille, ils sont confrontés à des menaces qui sont à très très brève échéance. Donc, je pense que Ludovic l'a bien décrit, c'est que la biopiraterie, c'est une remise en cause du génie créatif des peuples autochtones, ce qui est absolument insupportable, et c'est la négation de leur créativité. Nous, en tout cas, les communautés avec lesquelles on travaille, et je pense qu'en Guyane, c'est pas forcément très différent, elles sont confrontées à des entreprises qui vont prélever du bois de manière sauvage, elles sont soumises à des entreprises qui vont faire la protection pétrolière, et c'est des enjeux et des dangers qui sont ici maintenant et qui sont complètement existentiels, ce qui fait que parfois le combat sur la piraterie, il est important, mais il est peut-être moins urgent que ces combats-là. Donc c'est peut-être la première limite de notre action. La deuxième limite, c'est que finalement on reste une structure microscopique, donc notre impact il est complètement marginal, il est symbolique essentiellement. Et ensuite la biopiraterie elle mute, c'est-à-dire qu'en fait vous avez eu la biopiraterie de la première génération, maintenant on avait une deuxième génération, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus subtile, dans le sens où les scientifiques vont observer un savoir traditionnel local et vont déposer un brevet sur quelque chose qui va s'inspirer du savoir scientifique, du savoir traditionnel, sans le copier. Donc, je vous donne un exemple. Vous observez une plante qui cicatrise, et vous savez que la cicatrisation, ça peut vous donner des orientations ou des indices pour une action anti-rayée. Et vous déposez un brevet sur une action anti-rayée. Le savoir traditionnel est sur la cicatrisation, le savoir breveté ou le brevet il est sur l'anti-rayée. L'un n'existe pas sans l'autre, mais ce n'est pas une copie, c'est pas un copier-coller, donc beaucoup plus difficile
difficile à attaquer et à dénoncer en tant que piraterie. Et le dernier danger, pour moi, qui est encore plus critique par rapport à nos combats, c'est que c'est finalement assez facile d'attaquer les entreprises françaises sur la piraterie, parce qu'aucune entreprise française ne peut tenir longtemps l'attaque du fait de voler le savoir des Indiens. Et si je me rappelle, en 2006, quand le cas sur Tchétchénie a existé, il y avait 2 brevets d'entreprises françaises, enfin 2 brevets qui étaient d'entreprises françaises sur le Tchétchénie. Et maintenant, il y en a une trentaine, dont 18 d'entreprises chinoises. Et là, la problématique se pose un petit peu différemment, parce que je pense que la sensibilité des entreprises chinoises à la piraterie est bien moins forte que celle des entreprises françaises. Et finalement, c'est presque plus facile d'attaquer une entreprise française là-dessus qu'une entreprise chinoise. Donc je pense que ça va être aussi un nouveau défi assez important dans notre combat sur ce sujet. Voilà. Petit commentaire, une question, et après qu'on va justement remettre dans le groupe commun pour une heure de débat après la petite pause. Ok. Qui veut commencer? Oui, c'est une question sur le dernier exposé, mais ça renvoie un peu précédent. En fait, qui attaque maintenant? Parce que l'exemple qui nous avait été donné, qu'on avait vu, c'était celui des lanciers. D'un seul coup, les populations se trouvaient interdites de... Mais là, c'est un peu autre chose. Par exemple, dans les Chinois, les Chinois, ils emmènent, ils prennent la plante, ils la replantent chez eux, ou quoi, puis, et ils vont pas après aller attaquer les peuples autochtones parce qu'ils utilisent, on voit bien, c'est un peu à l'inverse, en fait. Et c'est pas dans le sens où on attaque l'entreprise française, c'est de savoir si elles veulent exercer une espèce de droit abusif, par rapport aux semenciers. Après, pour le reste, je ne vois pas comment on empêche les Chinois de implanter leur histoire. Ça me semble assez compliqué. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces 3 exposés, c'était très intéressant. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être brève. Je fais partie d'un groupe qui s'occupe du médicament et nous avons un manifeste sur le médicament bien commun. Une nouvelle qui est sortie du livre, je vais faire autre chose avec, ce qui est idiot, qui montrait la façon dont l'industrie a extorqué, l'industrie américaine a extorqué aux populations mexicaines qui produisaient de la barbasco, et les a extorqués avec des meurtres. Dans les années 45, a extorqué leur savoir pour faire la cortisone synthétique, d'abord à partir de la barbasco et après synthétique, dont effectivement le monde entier, et surtout l'Occident à l'époque, avait un grand besoin. Parce que si on regarde la cortisone, c'était le médicament miracle et ça l'est toujours. Et donc ce pillage vient de très loin et il a eu des conséquences carrément dramatiques sur des populations. C'est vraiment bon. Ça c'est pour le petit commentaire. Après j'ai 2 questions. Où est-ce que j'ai mis mes questions? Alors j'ai une question. Je voulais vous demander quel regard vous portez sur des utopies, enfin qui peuvent peut-être être réalisables un jour, telles que le mouvement zapatiste et Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui correspondent quand même à cette métissage, un essai de monde divergent. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, qui peut-être est aussi pour vous ou pour les 2 autres conférenciers, c'est qu'est-ce que vous pensez, plutôt que des droits de la nature, des droits qui seraient conférés à des milieux de vie, c'est-à-dire que le fleuve, la forêt, etc., ce qui fait que ces droits, c'est plus les humains qui vont dépendre de ces droits, mais c'est les humains dépendent de ces droits. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est une notion qui est défendue par Philippe Descola, notamment. Et voilà, je voulais juste avoir une idée là-dessus. Le droit des milieux de vie. Oui, c'est le droit des milieux. Alors,
Dans le cadre droit des fleuves, le droit des on en fleuves, reparlera, mais etc. c'est vrai que sur la session liée au droit de la nature, on avait évoqué que, par exemple, au niveau du droit, ce qui était reconnu, ce n'était pas les droits de la nature, c'était un milieu de vie, par exemple en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le caractère inséparable, insécable, interdépendance totale entre une communauté humaine, un biotope, un écosystème et une forêt primaire. Tout ça, ce n'est pas les droits de la nature au sens même si, dans ce processus, effectivement, la forêt de 2000 km² en Nouvelle-Zélande se voit reconnaître par l'État et un représentant de la communauté autochtone des droits d'une personne physique. Donc ça, c'est... Tu veux répondre trop tôt. Très bien. Non, mais parce que ça avait été un objet de débat la fois, mais c'est pas grave. Non, Vous allez répondre aussi, vous allez répondre là-dessus, Marion, Daniel, Ludovic. Moi, il me remarque qu'il y a une question sur l'importance des nouvelles technologies, l'importance que peuvent avoir ces nouvelles technologies sur les cas de biopiraterie, parce que je travaille un petit peu sur le génétique et on constate aujourd'hui une évolution des stratégies des entreprises sur le brevetage, où en fait, il existe maintenant un procédé de numérisation de toutes les données génétiques en fait, qui permettent d'extraire en fait toutes les connaissances phénotypiques de la biologie dans des ordinateurs en fait. Et il y a à l'avenir, je pense, une vraie question des stratégies des entreprises qui cherchent à dire que ça ne peut pas être du biopiratage parce que ce sont des données numériques en fait. Et actuellement, il y a des discussions dans les institutions internationales. Et en fait, quelle est la prise en compte dans vos recherches et dans vos actions de cette question? Et aussi, c'est pour répondre à la de Pierre sur. Moi, je pense qu'il y aura vraiment une transformation en fait des rapports à la science avec en fait toutes les évolutions par rapport à la numérisation. Oui, j'ai une question toute simple, c'est que devient le brevet et les effets du brevet au bout de 5 ou de 20 ans? Et est-ce que la date de 20 ans c'est propre à la France? Est-ce qu'il n'y a pas des brevets de durée différente selon les différents pays? Et j'imagine que ça ajoute un petit peu à la complexité de la chose. Alors moi, c'est pas une question, c'est simplement, je voudrais vous dire que je suis très touchée par votre appel à dialoguer avec des personnes de la population, parce que j'ai entendu avant que c'était cette négation dont vous avez parlé, qui était une négation culturelle, que j'appellerais culturelle, c'est toute une culture qui est mise de côté et non considérée et comme on voudrait éteindre. Et le fait de vouloir de votre part un dialogue avec une population et non pas avec des experts me touche comme une réponse à cette mise de côté que en tant que peuple, même ici, on peut avoir aussi comme sensation de ne pas exister. Juste en complément par rapport à ce que vous venez de dire, on parlait de questionner les personnes qui participent à une recherche. En France aussi, systématiquement, quand il y a des populations qui sont sollicitées pour participer à une recherche, souvent elles sont obligées de se battre pour que les résultats leur reviennent. C'est pas spécifique. Alors, peut-être une deuxième, on va reprendre il y avait la première question un petit peu, qui avait pas reçu de réponse de Claire, sur, elle disait qu'effectivement le peuple autochtone était une désignation qui n'avait pas cours, tu disais, en Afrique. C'est ça. Alors, je ne sais pas si l'un de vous peut répondre à cette question. Oui. Du coup, en fait, concernant le peuple autochtone en Afrique, je crois qu'il y en a qui sont reconnus en tant que tels, comme les Bushmen ou les Arkas du Guinée. Mais en termes généraux, en fait, c'est vrai que je discute beaucoup avec des collectifs panafricains, etc. Donc c'est vraiment
ici. En fait, il faut comprendre l'historique en fait, de la mise en place des droits des peuples autochtones. Du coup, donc, qui peut être désigné comme étant autochtone. Ce qui est sorti de nos discussions avec les collectifs et organisations panafricaines, c'est que leur lutte a commencé tout d'abord sur une question en fait raciale, c'est-à-dire beaucoup se sont tout d'abord revendiqués en tant que noirs. Et c'est donc ça tout le long en fait le processus, ça a été une lutte noire, enfin la lutte africaine en fait, d'émancipation africaine. Et très connotée, il y a le contexte de discrimination raciale connu en Europe ou ailleurs, en fait, aux États-Unis. Et du coup, en fait, la question autochtone n'a pas été abordée sur le continent africain comme il a été, par exemple, en Amérique. C'est vrai que là-bas, du coup, les autochtones ont bien été identifiés différents, en fait, des autres communautés, comme les communautés métisses ou les communautés d'afro-descendants, en fait. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu une différenciation, une distinction qui est plus nette, mais très récemment, en fait, du coup, j'ai pu lire un article justement sur cette question-là, pourquoi, justement, sur le continent africain où il y a énormément de peuples différents, en fait, comment on ne peut pas les considérer comme étant autochtones. Et justement, c'est parce que la question n'est pas largement abordée, en fait, c'est que la question d'émancipation, par exemple, de ce qu'on appelle des Amérindiens, en fait, qui sont aussi autochtones, mais tout d'abord, moi, je suis tout d'abord canadien, en fait, c'est mon peuple, et qui a toute une histoire, etc., qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour mener un combat d'émancipation, je suis obligé de passer par ce qui existe dans un contexte international, en fait. Et en Afrique, c'était beaucoup sur les mouvements sociaux, les mouvements populaires, enfin, au niveau international, sont d'abord considérés comme des mouvements noirs, en fait. En fait, on en est venu à cette conclusion, et durant la discussion, peut-être que du coup, je ne sais pas si vous voulez aborder, si vous avez des questions plus précises là-dessus. Je voudrais savoir, en anglais ou en espagnol, comment on traduit peuple autochtone? C'est le peuple premier. Alors, la terminologie officielle dans le droit international, c'est Indigenous Peoples et Pueblos Indígenas en espagnol, et les peuples autochtones en français. Et ça a été une grosse lutte d'ailleurs pour les peuples autochtones francophones, que ce soit autochtone et pas indigène, parce que indigène est extrêmement connoté en France, puisque ça renvoie au statut C'est d'indigène. carrément. Non, c'est surtout que ça renvoie au statut d'indigène, donc quand il y avait l'économie française. Du coup, c'est ça la terminologie qui a été adoptée en droit international. D'accord. Et est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette définition, parce qu'on parlait justement, est-ce qu'elle est liée au colonialisme? Est-ce qu'elle est... Comment elle s'articule en fait? Alors, dans la définition juridique, je suis pas expert, mais disons que justement il faut toujours jongler entre la définition onusienne internationale et la définition populaire d'un autochtone. En fait, dans la langue, autochtone c'est juste celui qui est là. Du coup, en fait, comment on vient distinguer ce qui est un autochtone, c'est dans le type de revendication, on va dire. Il y aura tout ce contexte-là de rapport à la terre, de rapport à cette identité, en fait, et aussi rapport à une histoire coloniale, mais pas forcément seulement européenne, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend par le néocolonialisme, par exemple au Brésil, qui sont faits par des Brésiliens, sur d'autres Brésiliens, mais qui sont autochtones, en fait. Il y a tout ce rapport-là, et c'est vrai que mais moi, je ne sais pas trop, parce que c'est une définition récente, en fait. Au niveau international, l'autochtone, ça date de quoi? Ça a évolué depuis 30 ans, mais bien avant ça, on était des Amérindiens, des Indiens, des Indigènes, etc. Mais
n'empêche qu'il faut quand même le considérer comme dans son contexte en fait. C'est un terme qu'on utilise pour lutter, mais ce n'est pas une identité. L'identité tout d'abord appartient tout d'abord au peuple en fait. Moi, mon identité est calénienne et je suis autochtone sur le plan international. Des peuples qui auraient une autonomie dans leur rapport à la terre. Notamment, par exemple, on a abordé la vaccination et le SPED, l'autosuffisance alimentaire. Ce chthonien, c'est plus grec, hein, c'est la terre. Et autochtone, c'est autonomie dans le rapport à la terre. Enfin, ce qu'il dit, c'est différent, c'est que autochtone, c'est un mot qui est donné par les autres, alors que lui, il se désigne par son propre, par votre propre. Oui, voilà, c'est exactement comme ça. C'est le nom du peuple. Vous êtes un peuple qui a un nom, vous vous êtes donné ce nom, alors que l'autochtone, c'est un mot extérieur utilisé par les gens extérieurs pour dire des gens comme ça. Et c'est surtout utilisé dans un contexte d'autodétermination aujourd'hui. Est-ce que ça ne vient pas au peuple premier, c'est-à-dire les premiers qui étaient là? Parce qu'en fait, beaucoup des peuples autochtones ou indigènes se sont définis comme ça. Par exemple, au Canada, ils se considèrent comme les premiers. On les appelle les Indiens. Les Indiens. Donc en fait, c'est des peuples qui vivaient avant la découverte par les Occidentaux, les aborigènes, tous les peuples d'Asie qui vivaient déjà en Asie bien avant. Je pensais que c'était ça la définition la plus. Non, mais du coup, en fait. C'est pour ça qu'un peu, il n'est pas un peu de. Bah attends, maintenant il va intervenir, je pense qu'il est là. Oui. Moi, je voulais juste intervenir par rapport aux peuples autochtones. Moi, je dirais que c'est un oubli général et c'est quelque chose qui est lié par rapport à la colonisation parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un oubli en face du continent africain. Il y en a plein de populations autochtones. Par exemple, moi, je suis d'une communauté de peuples. C'est une communauté qui est pas mal, qui existe pas mal en Afrique, qui est un peu partout parce qu'on a nos coutumes propres. Et plein de choses, par exemple, nous les peuples, on est connus par rapport à l'élevage, à l'agriculture, parce que nous avons pratiqué vraiment ces genres de choses. Mais aujourd'hui, tout a été arraché à nous. Si je parle par exemple de ma génération, beaucoup de choses on ignore parce que ça a été un oubli de notre côté. Tout ça, c'est dû à la colonisation. Vous voyez, je dis par rapport à cette chose, si je prends l'exemple par rapport à la restauration, nous, le peuple, on a nos cultures à part. Par exemple, nous manger, comme vous expliquez tout de suite, par rapport à vos ingrédients. Vous avez parlé du manioc, tout ça. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées et vous luttez contre cela pour pouvoir réinsérer au niveau de cette population. Vous voyez? Donc, moi, je dis que c'est vraiment une chose qui est très importante, vous voyez, d'être enraciné à tes propres coutumes. Mais en Afrique, c'est vraiment un oubli, quoi. Par rapport à la population autochtone, on parle souvent de l'Amérique, etc. Et sinon, la France, ils ont beaucoup de colonies en Afrique. Vous voyez, donc moi, d'où là où je viens, je fais partie de l'un de ces pays colonies. Et aujourd'hui, notre coutume est vraiment arrachée à nous. Vous voyez, parce que nous, les peuples, si tu vois un peu, tu es censé nous connaître par rapport à ces pratiques, comme l'élevage, l'agriculture. Vous voyez, donc en parlant aussi de la biodiversité ou bien de biopiratage, nous, ce que je connaissais de mes ancêtres, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que vous savez, en Afrique, plus souvent, il y a des maladies comme la malaria. Donc avant, on ne connaissait pas le médicament qui est inventé par les Occidentaux, tout ça. On se soignait avec les plantes. Vous voyez, comme, je ne sais pas si vous connaissez cette plante, de l'acacia. Vous voyez, donc il y a pas mal d'experts qui sont partis pour expérimenter cette chose. Et tout ça, ça a été arraché à nous. Et maintenant, tout le monde a oublié. Vous voyez, c'est une chose qui est très importante.
Vous voyez, et même aussi, si je prends par exemple, pas seulement en Guinée chez moi, et par exemple en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays, au Congo, il y a plusieurs personnes qui utilisent ces genres de culture pour pouvoir expérimenter. Si je prends aussi un exemple par rapport au cacao de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui il y a vraiment un piratage qui est là. Vous voyez, parce que vous voyez, cette population, ils cultivent du cacao, mais ils ne connaissent pas l'importance du chocolat, ils ne connaissent pas c'est quoi le chocolat. Vous voyez, donc, moi j'appellerais à l'université du bien commun de faire face aussi à cette situation qui est vraiment importante. Voilà. Donc, je m'arrête là pour être. Merci. Alors, il y avait une autre question. Non, là, oui. C'est pas quelqu'un? Il y avait une autre question importante, peut-être Daniel ou Mario qui peut en parler, c'est à l'issue du brevet qui dure 20 ans, dans le cas de biopiraterie, dès que ces 20 ans il y a expiration, qu'est-ce qui se passe? En fait, assez simplement, le brevet tombe dans le domaine public. Donc après, vous pouvez avoir plusieurs stratégies d'entreprise. Soit il va, en général, si l'invention est intéressante, ils vont essayer de rebreveter quelque chose un petit peu derrière, très légèrement différemment pour recréer le monopole. Mais bon, en théorie, n'importe quel opérateur derrière peut réutiliser la connaissance. Mais le problème, finalement, c'est plutôt ce qui se passe pendant les 20 ans où il y a le monopole qui existe. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des entreprises qui déposent un brevet au nom de la protection de l'innovation, mais le brevet tue l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, au nom justement de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le dernier maillon de l'innovation qui dépose le brevet, qui crée le monopole, et finalement, tous les autres innovateurs derrière sont coupés et vont arrêter d'innover justement sur ce qui a été déposé. Donc c'est un petit peu le paradoxe du brevet, et c'est pour ça que finalement c'est relativement condamnable, même au nom de la défense de l'innovation, puisqu'au contraire ça la tue, en définitive. Est-ce que quelque chose? Alors, une autre question, j'ai essayé de la formuler, c'était cool. C'est que des entreprises vont dire bon, bah finalement on brevette parce qu'on fait de l'innovation, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu ça, car avec la numérisation aujourd'hui, notre innovation, c'est une modélisation nouvelle des données biochimiques par rapport à une plante. Donc, du coup, on n'a pas de problème de copyright par rapport à la connaissance traditionnelle, mais on invente, mais du point de vue des nouvelles technologies. C'est ça, je me trompe pas. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part c'est une super bonne question, et effectivement, c'est assez effrayant, ça me laissera un petit peu démuni par rapport à ça. Ça touche quasiment plutôt le type de société qu'on va avoir, c'est-à-dire effectivement, du moment où l'entreprise sont capables de faire des scriptages de masse, de modéliser des choses et de s'affranchir justement du vivant, du savoir traditionnel, il faut inventer des nouvelles manières de s'y opposer, ça j'avoue que j'ai pensé en Oui, c'est une dernière question. Alors malheureusement à la Fondation, on n'a pas l'expertise là encore actuelle pour s'y opposer correctement, mais je sais qu'il y a des associations qui sont dessus, et donc je vais aller citer un projet de réflexion en fait partie, tant mieux. Mais voilà, il y a d'autres structures qui sont plus compétentes que nous pour décrypter en fait comment ça se passe concrètement et comment on peut essayer de s'y opposer. J'avoue que là on en laisse la main parce qu'on n'a pas l'expertise en interne, mais c'est effectivement une nouvelle forme de pratique. Mais c'est aussi une façon qu'aujourd'hui certains acteurs ont de se déresponsabiliser, parce que par exemple sur certaines personnes qui, notamment de garder, qui écrivent des articles sur la biopiraterie pour essayer de se dédouaner et de dire de toute façon la biopiraterie c'est pas si grave, etc. Souvent l'argument qu'ils vont donner c'est mais de toute façon aujourd'hui on ne fait plus de recherche, il faut arrêter tout ce qui soit l'ordinateur. Alors, probablement que oui, c'est une tendance aujourd'hui que ça va s'accélérer, qu'on va tout faire effectivement pour la numérisation, probablement, mais il n'empêche que là, le brevet de garder, il a bien été fait avec une enquête ethnobotanique, et quand on voit les taux de rendement, on comprend bien qu'il y a quand même une importance. Donc, c'est aussi une façon de se dédouaner pour certains acteurs de pirates en disant mais attendez, de toute façon, arrêtez tout, vous n'allez plus pouvoir lutter, ça va tout se faire par ordinateur. Donc, c'est le seul point que je peux dire pour l'instant. Et sur juste la définition de peuple autochtone de tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de définition en droit international, il y a eu un refus de donner une définition claire du sujet. Et le facteur qui prime, c'est aussi l'auto-identification comme peuple autochtone. Donc en Afrique, il y a des peuples qui se considèrent comme autochtones.
autochtones, les Peuls notamment. Et justement, pour parler des Peuls, on a remis le prix d'Annie Mitterrand à Ingou Maru Ibrahim, qui est justement une Peul et Ngoro du Tchad, qui fait un travail remarquable pour justement faire revaloriser tous les savoirs traditionnels Peuls, notamment dans tout ce qui concerne le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc oui, il y a des peuples autochtones, effectivement, en Afrique, il y a les Pygmées, comme tu disais, il y a les Amazigh, il y a les Stan, il y a les Bouches, il y en a énormément. Mais l'important, c'est est-ce qu'on s'auto-identifie comme tel. En tout cas, en droit international, c'est comme ça que c'est déposé. Et comme le disait Ludovic, en fait, on en a fait un tout au niveau international parce qu'il fallait imaginer des règles justement pour arrêter le pillage des terres, des ressources, des savoirs de ces peuples. Donc on en a fait un grand tout, mais c'est un grand tout qui, comme vous le voyez, c'est 5000 langues, c'est donc un nombre infini de peuples en tant que tel. Donc, comme disait Ludovic, il est avant tout Kalinia, avant tout d'être dans la catégorie autochtone. Ça c'est important et c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance du coup à un peu parler des peuples autochtones comme un grand tout un peu ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des grandes tendances, effectivement, comme on disait, un rapport très fort à la terre, etc. Mais en vrai, c'est un tout extrêmement intéressant. Moi j'avais une petite. Là, je soumets une argumentation quelque peu cynique, voire mais très. Une manière de retourner la question des connaissances traditionnelles et des communs, enfin des communs et des biens communs. C'est un argument qui avait été avancé, je me souviens, en mars, par Leandro Varison, qui est juriste France Liberté, qui disait on a vu certaines entreprises pharmaceutiques biopiratées, isoler un principe actif, puis transformer faire un produit de transformation qu'on appelle un médicament, à partir d'une connaissance traditionnelle, et de dire, mais si vous ne nous permettez pas, par exemple, ça va être un médicament par rapport à un curatif par rapport au cancer. Donc ils vont dire, alors vous, peuple autochtone, vous refusez que nous commercialisions un médicament qui sert en quelque sorte la santé comme bien commun. Bon, il est en finance, parce que les médicaments en général, on les achète, ils sont pas. Et donc, c'est vous-même, donc ils retournent carrément le truc en disant, mais c'est vous-même qui faites une appropriation quasiment privée de plantes qui ont une portée curative universelle. Vous voyez ? On va pouvoir répondre à ce type d'argument, c'est quand même très malin, sauf que là on est commun, puisque vous dites très bien que à l'échelle d'une communauté, personne n'est dépositaire personnel de la propriété curative de telle ou telle plante. C'est l'ensemble de la communauté qui en est bénéficiaire. Et c'est un héritage qui se transmet. C'est une mémoire qui ne peut pas faire l'objet d'une appropriation individuelle. Donc, en face, ça travaille l'argumentation pour justifier la prorogation de cette biopiraterie. Voilà, c'est une remarque. On va dire. Par rapport à ça, la réponse est que ce qui pose problème, c'est pas le médicament, ce qui pose problème, c'est le brevet, en l'occurrence. C'est très rare que les peuples autochtones interdisent ce genre de choses. En revanche, l'appropriation et la captation et la privatisation, c'est ça le problème. Du coup, l'argument, c'est l'argument du dernier innovateur qui va se dire j'ai fait l'innovation expérimentale et du coup, j'ai le langage, j'ai l'argent, donc je privatise. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est exactement le genre d'argument que l'on a eu droit quand on a attaqué le brevet sur le biochip. Pourquoi ? Parce qu'on a malheureusement, c'était pas de chance pour nous, effectivement, c'est qu'on attaque un brevet qui vient d'un site de recherche publique, donc on ne s'attend pas à ce que ce soit ce genre d'acteur qui soit de pirate. Et c'était un brevet pour lutter contre le paludisme. Donc effectivement, comment d'un point de vue médiatique, c'était très compliqué parce que l'article de presse c'est très court, donc souvent l'argument qui était donné c'était non mais justement c'est pour votre bien, vous n'aurez plus le paludisme. Donc c'est vraiment un argument facile qui nous est souvent opposé. Mais la question c'est aussi comment ce médicament est réalisé. Enfin, c'est tout le processus, le monsieur qui est parti tout à l'heure me parlait d'éthique, oui il y a aussi une question d'éthique. Comment on aboutit à la réalisation du médicament. Ça passe par un repas. Mais un médicament qui serait développé, qui serait formidable pour l'humanité entière, mais qui serait entaché, je ne sais pas,
de pratiques très immorales, est-ce que ça serait pour autant très bien? Enfin, ça questionne aussi le processus de création de ce métier. D'accord. D'autres réactions peut-être, oui. Si on veut pousser plus loin la problématisation de tout cela, on peut aussi dire que si les peuples autochtones premiers qui fournissent un savoir guérisseur et que, grâce à la protection de la Fondation Daniel Mitterrand ou de la législation internationale, ce peuple est rémunéré à son juste niveau, on peut dire que cet argent qui va arriver dans les peuples premiers, ça peut aussi déstabiliser une certaine forme de relation au sein de la communauté ou dans la communauté par rapport à l'intérieur, à la modernité, si on utilise des mots un peu grossiers. Donc, il y a des problèmes partout. Oui, c'est vrai, comme disait Marion, vu qu'on a fait pêcher au chien, on a ouvert la boîte de Pandore. Donc effectivement, de quelque manière que l'on se débat, on se retrouve aujourd'hui, effectivement, on peut dire à un moment donné, il va y avoir des peuples autochtones qui vont finalement faire du business avec leur propre biodiversité à partir du moment où il peut y avoir des entreprises qui conviennent, qui auraient une réversion de royalties, etc. Mais c'est vrai, par exemple, le souligner, on a ouvert la boîte de Pandore, on appelle ça péché originel. Donc, effectivement, c'est un gros problème éthique voilà, de ce point de vue-là. Alors, je vois au niveau. En fait, je vais répondre à un peu. Je vais synthétiser en fait. Alors, pour commencer, c'est vrai que du coup, en fait, la biopiraterie, c'est une pratique, hein, c'est une méthode, mais ce qu'on dénonce surtout, c'est l'impact que ça a sur nos comme notre ami l'a dit tout à l'heure, du coup, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui oublient. Et surtout, en fait, vu la place de la science dans la société occidentale et vu la place de la société occidentale dans le monde, et ben, il y a cette tendance-là, même chez nous les jeunes, à plus valoriser la science extérieure que la nôtre, en fait. C'est ça l'un des premiers impacts. Mais derrière ça aussi, c'est la vision des autres communautés vis-à-vis de nous, c'est-à-dire dans un contexte par exemple de l'Amérique du Sud, on peut le voir il y a quelques semaines dans ce qui s'est passé en Bolivie par exemple, un des premiers réflexes a été de brûler le drapeau qui représentait les peuples autochtones, c'est-à-dire qu'il y a ce contexte social qui fait qu'il y a, je ne sais pas comment dire, une méfiance des autochtones, ou en tout cas une contradiction de société, de vision de société pour le futur, d'autres qui veulent exploiter des ressources, d'autres non, etc. Mais du coup, à la moindre occasion, en fait, il y a cette attaque. En fait. Ça peut aller de simple attaque de verbale à physique, meurtrière. C'est tout ça qu'il faut prendre en contexte. Quand j'ai dit tout à l'heure que oui, il y a des sociétés, des centres de recherche qui viennent piller nos savoirs, prennent le savoir tel quel en fait et le ramènent, mais le savoir est inclus dans un contexte donné, c'est-à-dire que c'est un moyen en fait pour nous de nous guérir déjà, c'est un moyen pour nous de transmettre des choses, c'est un moyen d'affirmer notre identité, d'affirmer que nous en tant que groupe humain, nous ne sommes pas inférieurs aux autres, mais supérieurs aux autres, c'est juste qu'on a des méthodes différentes. Vous appelez ça une molécule, certes, mais qu'est-ce qu'une molécule? La première des choses que qu'on appelle en fac de sciences, c'est que la molécule telle qu'on la voit vulgarisée n'existe pas en fait. C'est la première des choses, que ce soit des liaisons, etc., les petits schémas qu'on nous montre au lycée, mais ça n'existe pas. Puis, c'est une abstraction en fait. La molécule n'existe pas, c'est pas vraiment isolé quelque part. C'est une abstraction qu'en fait, c'est un jeu en fait, c'est un jeu d'esprit. Et ce discours-là en fait est très peu relié, c'est-à-dire on a l'impression que c'est parce que de la magie, etc. Mais chez nous, c'est pas. Et bizarrement, chez nous, en fait, quand on a un discours protocolaire, etc., voire scientifique, et ben on va dire que oui, c'est des savoirs ou
c'est une pratique spirituelle, etc. C'est un peu abstrait, c'est un peu de la magie. Voilà comment on différencie les deux méthodes, on va dire, de gestion de ressources, que ce soit des plantes ou autres. Et ça, en fait, rien que cette pratique-là a un impact sur nos vies en fait, physiquement. Et ça n'a l'air de rien, ça a l'air innocent. Comme notre ami l'a dit tout à l'heure, c'est que la piraterie paraît inoffensive en fait, la plupart du temps. Parce qu'il y a des combats, etc. Par exemple, en Guyane, il y a un combat contre l'orpaillage légal, même pour récupérer l'État, etc. Et ça passe peut-être au second plan, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut inviter en fait beaucoup plus les autres communautés ou la population en général à discuter en fait. Parce que c'est à travers ça qu'on va pouvoir changer quelque chose. Parce que c'est le contexte qui permet ce genre de pratique-là. C'est-à-dire que si le contexte change et que, malgré le fait que, par exemple, on n'est pas contre une utilisation, même à grande échelle, de certains savoirs qui peuvent donner des médicaments, on peut empêcher quelqu'un de se soigner. Mais n'empêche qu'à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, les méthodes pratiquées par justement ceux qui vont faire des recherches, ceux qui vont créer la santé en fait ici, et ben ça nous nuit en fait. C'est ça le problème. Et du coup, ça amène à une deuxième remarque de la jeune dame qui parlait de numérisation de savoir, numérisation des possibilités d'application de génie. Et puis, du coup, oui, c'est un combat à mener, comme on l'a dit souvent, le savoir est vivant et il se transmet de génération en génération, et surtout le savoir évolue et s'adapte, comme nous, jeunes, en fait, on s'adapte. Et c'est quoi la numérisation, c'est quoi le monde informatique? En fait, c'est pareil, c'est des protocoles faits avec des machines, c'est tout en fait. C'est des machines qui répondent c'est de l'électronique, c'est des mathématiques, etc. D'ailleurs, c'était une des questions que j'ai posées à un prof de sciences. C'était de savoir est-ce que c'est le matériel informatique qui a imposé certains algorithmes ou c'est les algorithmes qui ont imposé une certaine électrotechnique en fait. Et bien, c'était plus l'algorithme en fait qui prédominait sur les contraintes physiques. Et du coup, les algorithmes, c'est dans la tête. C'est des calculs en fait. Et peut-être que l'un des enjeux, justement, c'est de passer chez nous en tout cas, passer de savoir traditionnel, juste des recettes, entre guillemets, à une abstraction du processus en fait. Et comment l'appliquer dans plusieurs domaines différents. C'est-à-dire, par exemple, en mathématiques, il y a des protocoles mathématiques qui sont utilisés en informatique ou en médecine. Et justement, comment nous, on pourrait vulgariser ou en tout cas mettre ce papier ou sous une norme quasi universitaire pour pouvoir se défendre justement des futures méthodes d'appropriation. C'est une des possibilités. En tout cas, c'est une des réponses que je peux donner actuellement, mais on n'est pas fermé dans le passé en fait. On voit très bien ce qui se passe aujourd'hui et on se prépare avec les outils qu'on a, mais on se prépare pas à affronter l'avenir parce que quand on dit qu'on se bat avant tout pour les futures générations, c'est bien de ça dont il s'agit. Et ensuite, la dernière élément que j'ai oublié, vous avez parlé de... Si les peuples dits autochtones sont rémunérés de façon juste pour leur contribution à la santé du reste du monde, on peut imaginer qu'il y a de l'argent qui revient en retour, et je fais l'hypothèse que cet argent, notamment s'il est en grande quantité, peut perturber complètement les relations sociales au sein
au sein du groupe ou dans le groupe avec l'extérieur. Et justement, c'est une des questions qu'on a couramment dans notre communauté. C'est le fait de savoir qui reçoit en fait tout ce pourquoi on se bat. C'est-à-dire qui reçoit, qui serait dépositaire du foncier, du coup, ce qu'on appelle les royalties, etc. C'est bien quelque part. Mais au-delà de ça, justement, ici, personne n'a émis l'hypothèse que, par exemple, les autochtones puissent mener des recherches avec des normes universitaires, avec une entreprise autochtone, etc. Et c'est possible, en fait. Il y a une équipe de je ne sais pas si une dizaine d'autochtones à l'échelle internationale qui peuvent se pencher là-dessus, en fait. Ça peut être une des réponses possibles. Mais le principal danger, en fait, ce soit toujours cette pression sociale qu'on a de nous enfermer dans le passé, en fait. C'est surtout ça le plus gros des problèmes. Et d'où l'important justement de discuter avec beaucoup plus avec les gens que à travers les institutions. Ça m'envoie la vue de session avec Florence Piron de l'Université du Québec, elle qui, justement, une scientifique qui travaille beaucoup en Afrique, pour dire, là, elle travaille en Afrique équatoriale, en 4-5 pays, et elle forme les jeunes chercheurs africains en disant, faites le recensement, toutes les connaissances qui ont été produites dans les cultures, donnez à ces connaissances une visibilité, je vous apprends le même nom élémentaire avec un certain nombre de logiciels web, parce que justement, pour éviter cette disqualification par la science dominante occidentale, comme quoi en Afrique il n'y a pas de science, avec des croyances qui peuvent fonctionner d'ailleurs, et des connaissances traditionnelles, comme on dit, qui n'auraient que de l'empirisme. Donc elle récuse cette idée, et elle, son problème, c'est après de convaincre ses homologues au Québec, ailleurs, en Europe, de dire attendez, vous savez que vous êtes dans une sous-évaluation de ce qui se produit comme connaissance rationnelle dans un certain nombre de pays d'Afrique. Mais vous l'avez, il y a des gens qui sont penchés là-dessus. Tobinacan fait un gros travail, justement montrant comment la médecine occidentale a organisé le grand vide de toutes les autres médecines autour d'elle. Même si on a à Strasbourg des universités de médecine qui, pour la première fois, ont des cursus de médecine chinoise. Il a fallu attendre des siècles, médecine chinoise. Non, c'est quoi cette médecine? C'est pas une médecine de l'observation, c'est une médecine, on suppose, une espèce d'affluence de choses qui sont complètement invisibles et non observables. Les ondes, les énergies, etc. Donc vous voyez, c'est comment la médecine occidentale, par exemple, le pouvoir conféré aux gènes, la substantialisation du principe curatif, par exemple à travers la molécule, en isolant un principe actif de ce contexte culturel, relationnel et environnemental, ça c'est un fait, un marqueur très fort de la médecine occidentale. J'aurais tendance à croire, avec la grande consommation que les Français et les Françaises en médicaments, s'ils n'ont pas un rapport magico-religieux quelque part par rapport au caractère quasiment miraculeux de la curation opérée par la molécule. On pourrait s'interroger sur nos propres déficiences dans notre rapport tellement bien assuré par rapport à une médecine allopathique qui serait orthonormée, universelle et non problématisée. Voilà. Alors, est-ce qu'on, à moins qu'il y ait d'autres réactions, on pourrait peut-être en venir à ce qui vous paraît être, par exemple, dans votre action, à l'action de la Fondation, dans votre action Daniel, ou par l'observation du contexte international, pour lutter contre la biopiraterie, quelles sont les prochaines échéances, les prochaines avancées envisageables par rapport à des procès en cours, par rapport à... Ouais. Oui. Est-ce qu'on a des perspectives à moyen terme, à court terme? On sait que, par exemple, ce qui avait été soulevé à un moment donné, c'était que, au niveau de la juridiction internationale, c'était soulevé par, justement, Léandro, par exemple, chez vous,
qui disait que, bah, vu que les critères de brevetabilité, c'est des bureaux nationaux, et que les critères en général il n'y a pas convergence de tous ces critères d'un État à l'autre. Aux États-Unis, ils ont d'autres modalités d'analysation des brevets que chez nous. Donc, s'il y a la juridiction internationale, comment on va pouvoir s'appliquer dans le cadre d'États souverains qui ont leurs propres critères d'attribution de brevets? Ça, c'est comme Daniel. Oui, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est soit on a une approche qui est utopique, et ça rejoint un petit peu les questions que vous avez posées et sur lesquelles je reviendrai un petit peu tout à l'heure, soit une réponse pragmatique. Moi, à la base, j'étais plutôt utopique, et c'est vraiment avec le temps qui passe, je deviens pragmatique. Parce que j'avais assisté à la négociation de Nagoya et j'ai discuté avec les négociateurs africains. Je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne votez pas sur les brevets, vous ne votez que sur la partage des avantages et pas sur les brevets? Et ils m'ont dit, parce que les brevets, on sait qu'on ne gagnera rien. Donc on ne gagnera rien. On n'obtiendra rien. Donc on se bat sur la part. Parce que ça, on sait qu'on peut avoir quelque chose. Et du coup, il m'avait enseigné un peu de leçon de pragmatisme. Donc du coup, j'aimerais dire que peut-être la première étape, même si elle n'est pas complètement satisfaisante, c'est d'arriver à se battre pour que ce genre de choses soit implémenté. Ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. Et sans lâcher quand même pour autant les brevets, et ça, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en France particulièrement, c'est encore pire aux États-Unis, mais c'est vrai en France, il est très facile d'avoir un brevet de quelque chose. Donc peut-être remonter les seuils d'exigence en termes d'innovation et d'inventivité pour justement pouvoir mieux combattre la piraterie. Si on remonte ces seuils-là, la piraterie sera de facto plus compliquée. Pour moi, à mon avis, c'est les deux orientations possibles. Et pour rebondir sur votre question sur l'utopie, vous avez posé une question, quel est notre recul sur l'utopie des apatistes et des droits de la nature? Moi, je vous réponds par une citation qui est la citation d'Eduardo Galeano, qui est un uruguayen, un auteur uruguayen, qui a une citation que j'aime beaucoup, qui est l'utopie comme l'horizon. J'avance d'un pas et je recule d'un pas, j'avance de deux pas et je recule de deux pas. Et donc, à quoi sert l'utopie? Elle sert à avancer. Donc finalement, les utopies, c'est pour nous et pour moi entrepreneurs, c'est des innovations sociales qu'on va essayer de transformer dans notre activité à nous. Donc les utopies, c'est des aspirations, en définitive. C'est ce qui est utopique aujourd'hui devient marginal, existant demain et devient le conventionnel d'après-demain. Donc voilà, c'est participer au processus d'innovation et de création d'innovation sociale en fait. C'est beau ce que tu dis sur l'utopie. C'est magnifique. On va sortir la manifeste. Et le titre, c'est le radicalisme utopique. Pour nous, l'utopie, c'est un rêve qui n'est pas encore réalisé. Et donc, ça rejoint beaucoup ce que tu dis. Tant qu'on n'a pas d'idéal, l'idéal permet d'avancer. Et comme disait Daniel Mitterrand, comme l'idée engage l'action, le rêve engage la réalité. Et donc, oui, il faut être le plus utopique possible. Que faire concrètement? Alors, Daniel donnait la piste du brevet. Oui, effectivement, c'est assez effarant aujourd'hui la facilité pour avoir un brevet. Si on regarde même aussi au niveau du l'Office européen des brevets, comment le brevet de l'IRD peut passer. En fait, si on n'avait pas été vigilants, si comme le dit Thomas Valéry, par hasard, on n'était pas tombé dessus, bon, ce brevet serait passé, il serait passé. Ça veut dire que la nouveauté de l'entité ne sont pas systématiquement vérifiées de manière approfondie. Donc ça, c'est un problème. Et après, peut-être d'un point de vue plus politique, en fait, ce qui nous semble important, et je pense que Ludovic insistait beaucoup là-dessus, c'est de faire monter ce sujet, de montrer en fait le côté politique que cette question est là. Parce que, en fait, le problème qu'on a eu beaucoup par le passé à la Fondation en parlant de la biopiraterie, c'est qu'on en faisait un sujet hyper technique. Même au niveau des médias, c'était compliqué. On râlait en fait pour expliquer concrètement. Ah oui, mais alors, vous m'avez dit que c'est quoi la normativité? Enfin, c'était vraiment dur en fait d'expliquer concrètement. Et c'est pas très. C'est un peu compliqué à vulgariser en fait ce sujet. Et on en fait beaucoup une question technique parce que voilà, ça parle de la science, c'est le brevet, il y a plein de mots qui se mélangent. Mais en fait, derrière, c'est des questions tout bêtes. C'est comment on perçoit la nature, quel rapport l'humain construit avec le vivant, en fait, le reste du vivant, puisqu'on fait partie du vivant. Et du coup, ça serait bien de pousser là-dessus. C'est ultra utopique vu la situation dans laquelle on est. Mais c'est ce que la Fondation va tenter de faire, de montrer qu'il y a d'autres voies possibles, alors souvent à petite échelle,
l'échelle de communauté, l'échelle parfois un peu plus large d'une région, où on a des écosystèmes d'accord qui sont reconnus. C'est minime, mais on espère, comme disait Daniel, que ça devienne ensuite la règle, la norme. Donc c'est important aussi de repolitiser en fait le sujet. La technique a trop tendance souvent à exclure les gens. Et notamment, c'est vous qui disiez ça, ça serait bien que même nous ici, on en parle plus, et effectivement, la technique des politiques. Repolitiser.